Le droit, tout droit par celles et ceux qui le font, qui le défont, qui le défendent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 13e numéro de cette émission de décryptage et d'analyse de certaines thématiques de droit. Une émission réalisée une fois par mois en partenariat avec l'Ordre des avocats au barreau d'Épinal. Ce mois-ci, nous nous intéressons au secteur de l'immobilier et plus précisément aux relations entre bailleurs et locataires. Focus donc sur les différents types de baux immobiliers, sur les obligations des uns et des autres, notamment en termes de travaux, sur les problématiques par exemple de non-paiement et de squat ou encore de fonds de commerce. Avec nous en plateau pour répondre à ces quelques questions, Cyril Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau d'Épinal et à vos côtés Ludovic Vial, également avocat au barreau d'Épinal. Merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. Vous avez tous les deux déjà été bâtonniers de l'ordre du barreau d'Épinal les années précédentes. Messieurs, on va donc parler à nouveau d'immobilier. On en a déjà parlé en octobre dernier. Là, on va vraiment se focaliser sur les relations entre les bailleurs et les locataires. On met ça dans l'ordre qu'on veut, ou entre les locataires et les bailleurs. On va vraiment parler des deux un petit peu. Un petit mot d'introduction déjà, Cyril Gauthier. Quand on parle de baux immobiliers, il y a 3 types de baux immobiliers en France. Oui, effectivement, il y a 3 baux dont l'application est d'ordre public. C'est-à-dire qu'il y a le statut des baux d'habitation de la loi de 89, le statut des baux ruraux, le statut des baux commerciaux. Et il n'est pas possible de déroger à leur application. À partir du moment où vous louez un appartement d'habitation, la loi s'applique automatiquement. Donc il n'est pas possible, par une clause du contrat, de déroger à un mécanisme protecteur du locataire, par exemple. Ludovic Vial, ces problématiques autour de l'immobilier, autour des relations bailleurs-locataires, vous êtes un avocat spécialisé ou pas spécialement, ou quel volume d'activité ça représente dans votre activité? Alors, je ne suis pas spécialisé en droit immobilier. En revanche, effectivement... Il y en a quelques-uns sur Épinal. Voilà, il y en a quelques-uns, effectivement. Mais l'activité, oui, c'est une part significative de notre activité, oui, effectivement. Avec, on va en parler dans le détail, mais avec quel type d'affaires qui vont jusqu'à des contentieux juridiques? Le premier contentieux est celui de l'expulsion, à l'évidence, tant effectivement du côté des propriétaires que du côté du locataire. Ouais. En revanche, nous avons également des contentieux qui touchent à l'insalubrité, à l'indécence des logements, prétendus effectivement par les locataires. Donc ça nous arrive effectivement de faire des procédures à la demande du locataire pour ce motif-là, ou de défendre effectivement des propriétaires sur cette problématique. Allez, justement, on va parler de choses très concrètes avec notamment des questions qui sont venues de certains de nos téléspectateurs ou internautes. Ça passe aujourd'hui aussi par les réseaux sociaux, notre page Facebook notamment. Véronique de Saint-Dié-des-Vosges, Cyril Gauthier, elle nous pose cette question. Véronique de Saint-Dié, je vais signer un bail prochainement et mon propriétaire m'a dit qu'il n'y aura pas d'état des lieux. Est-ce normal? Est-ce légal? Alors oui, attention parce que la loi n'oblige pas un état des lieux. En revanche, la loi présume que l'état des lieux est correct, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'état des lieux, eh bien, contradictoirement établi, eh bien, la loi présume que le logement est donné en bon état de réparation locative. Donc s'il y a un problème et que le locataire ne le signale pas à l'occasion de l'entrée dans les lieux, quand il va ressortir, on pourra lui reprocher cette dégradation qui n'aura pas été la sienne. Donc si le Code civil présume le bon état de réparation locative, il faut absolument que le locataire, s'il constate une dégradation, quelque chose qui ne sera donc pas pris en compte dans un procès-verbal d'état des lieux contradictoire, qu'il fasse un recommandé pour signaler que quand il est entré dans les lieux, il y avait telle ou telle difficulté. D'accord, donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est très fortement conseillé. Tout à fait. Ça peut être c'est des soucis, des litiges, des dossiers que vous traitez régulièrement? Oui, parce que lorsque, à l'occasion d'un litige, le propriétaire sollicite des dommages et intérêts pour les réparations locatives, on compare l'état des lieux d'entrée avec l'état des lieux de sortie. Si on n'a pas d'état des lieux d'entrée, on considère que toutes les dégradations qui sont présentes dans l'état des lieux de sortie sont du fait du locataire. Donc forcément, ça peut donner lieu à des problèmes, à des problématiques, à des litiges qu'on doit effectivement faire juger. Allez, Ludovic Vial, question complémentaire. J'ai effectué des travaux de remise en état du logement. Puis-je réclamer quelque chose à mon propriétaire? Travaux de remise en état par le locataire, là, justement. Absolument. Donc effectivement, en début de bail, il est possible et fréquemment constaté que le locataire et le propriétaire se mettent d'accord pour que le locataire réalise des travaux. Alors le conseil dans cette hypothèse, c'est que ça soit clairement formalisé dans le cadre effectivement du contrat de bail, que ces travaux se limitent à une remise en état,
C'est-à-dire, effectivement, on peut imaginer de repeindre l'appartement, de refaire les sols, ce type de travaux, contre soit une diminution du loyer ou alors même une absence de loyer pendant une certaine période. J'insiste sur le fait qu'effectivement, ces différentes questions doivent être formalisées dans le bail pour éviter toute difficulté par ailleurs. Véritablement dans le bail ou peut-être juste un ça écrit ou un échange en courrier recommandé moi, peut suffire? j'aurais tendance à dire dans le bail parce qu'on est en début de bail, donc il n'y a rien qui s'oppose à ce que ça soit effectivement clairement indiqué. En revanche, si c'est en cours de bail, bien évidemment, là, ça peut être fait par un document annexe. Tout ça, accusé, recommandé, avec accusé de réception. J'ajoute en revanche que cela se limite à des travaux de remise en état. On ne peut pas imaginer qu'un locataire réalise des travaux importants sur le bien, tels que la remise en état de l'électricité ou de la plomberie. Ça, c'est exclu. C'est au propriétaire de délivrer un bien qui soit conforme à son usage, qui doit donc permettre d'y habiter normalement. Cyril Gauthier, quid d'un logement qui deviendrait insalubre pendant l'exécution du bail? Qui a l'obligation de faire quoi? Alors, lorsque le logement devient insalubre, la première des choses est de savoir pourquoi il devient insalubre. Deux possibilités. Si c'est quelque chose qui est inhérent à la structure de l'immeuble, qui est inhérent à ce qu'on appelle les grosses réparations, les réparations à la charge du propriétaire, c'est à lui effectivement de faire les travaux pour rendre ce logement tout à fait habitable. Si c'est de la faute du locataire, pas assez d'aération, l'introduction d'humidité par des dégradations ou des choses comme ça. Ce qui est le plus courant dans les salles de bain notamment. Ce qui est le plus courant effectivement dans les salles de bain. On voit aussi, on a des normes de plus en plus strictes, on a aussi un défaut de ventilation qui cause souvent des difficultés. Donc, en cas de constat d'insalubrité, effectivement, il y a des recours. Quelle est la procédure? Alors, peut-être plus par rapport au bailleur envers son locataire, s'il y a des problèmes effectivement de non-aération, d'humidité, de dépôt d'eau qui restent, etc., avec des fuites éventuelles qui peuvent être engendrées par cette eau qui stagne. Je pense à un évier, à une baignoire, à une douche. Quelle est la procédure dans le détail à réaliser? Il n'y a pas de procédure particulière. Généralement, on sait qu'il y a une insalubrité quand c'est le locataire qui s'en plaint. C'est rarement le propriétaire qui se plaint d'une insalubrité. Ça peut être le cas. Il n'en a pas souvent connaissance, disons-le. C'est plutôt le locataire qui va effectivement se plaindre. Il y a une procédure, alors on peut demander à la mairie, on peut demander à l'agence régionale de santé de passer pour faire des premiers constats. Et après, au final, c'est le juge qui va trancher. Et si on n'arrive pas à déterminer qui est responsable, il y a une expertise qui est ordonnée par le tribunal. Et puis, l'expert va, dans le détail, examiner le logement et vérifier quelle est l'origine des désordres. Avec qui dit expertise, dit huissier de justice, dit effectivement, vous avez évoqué l'ARS, les services sociaux, etc. Bien sûr, le locataire a obligation d'ouvrir la porte et d'honorer les rendez-vous. Oui, évidemment. Mais ça peut être compliqué. C'est généralement à sa demande, donc effectivement c'est plutôt lui qui est à l'initiative de ce genre de procédure-là, qui est effectivement une procédure plutôt administrative, parce que effectivement sous la responsabilité du préfet, puisque c'est lui qui, éventuellement, le cas échéant, va faire constater l'état d'insalubrité du logement après une procédure contradictoire où chacun peut effectivement exposer sa position. Et puis si opposition de l'un ou de l'autre, locataire ou propriétaire, il ne faut pas que ça dure très longtemps parce que ça peut vite être problématique. Ça peut être problématique, sachant qu'effectivement, en matière d'insalubrité, on constate, moi j'ai des dossiers sur ce point-là, avec la présence de la mérule, par exemple, effectivement, ou de champignons qui constituent des dangers pour la santé. Et donc une véritable problématique d'urgence à traiter ces problématiques-là. Oui. Cyril Gauthier, quid d'un locataire qui part et qui ne veut pas se présenter à un état des lieux, par exemple? Si le locataire ne veut pas se présenter à l'état des lieux, c'est probablement parce qu'il sent la frottée arriver, si vous me permettez l'expression, et qu'il est responsable d'un certain nombre de dégradations. Le propriétaire va être démuni s'il n'a pas de procès-verbal, parce que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, s'il n'y a pas de procès-verbal contradictoire d'entrée
Voilà, mais s'il n'y a pas de procès-verbal contradictoire de sortie, sortie, c'est réputé être rendu en bon état de réparation locative. Dans ces conditions, il est possible d'avoir recours à un huissier de justice. Alors il est préférable de convoquer par lettre recommandée le locataire préalablement, si l'on veut pouvoir après mettre à sa charge financière le coût du procès-verbal de constat fait par un huissier de justice. Mais effectivement, il faut le faire assez rapidement. Si vous le faites 3-4 mois après le départ du locataire, il pourra toujours dire les dégradations ont été faites dans l'entrefaite. Et notamment, par exemple, par des squatteurs. Des squatteurs. D'où cette question de Stéphane. C'est Stéphane qui nous a écrit d'Épinal. Ludovic Vial, je vous la pose à vous. Combien de temps faut-il pour expulser un locataire ne payant pas, ou donc pour expulser un squatteur? Ça, c'est pas très très courant dans notre département, plutôt rural, où généralement ça se passe plutôt bien, mais ça arrive bien sûr dans les hypercentres-villes. Oui. Alors sur le locataire, le conseil que j'ai tendance effectivement à donner, c'est de ne pas laisser traîner effectivement la situation afin que l'arriéré locatif ne s'aggrave pas. Donc c'est effectivement pour le propriétaire la nécessité de prendre les démarches, de faire les démarches assez rapidement, en faisant délivrer dans un premier temps un commandement de payer. Le cas échéant, auprès du tribunal. Un commandement de payer, c'est effectivement un acte d'huissier, un acte de commissaire de justice plus précisément aujourd'hui, qui est délivré au locataire et qui vient effectivement réclamer au locataire un arriéré locatif. Il a un certain temps pour payer celui-ci et à défaut de paiement, une procédure judiciaire peut être engagée en vue effectivement d'obtenir l'expulsion du locataire. Le locataire, lui, de son côté, face à des difficultés effectivement de règlement des loyers, eh bien évidemment, on peut se rapprocher de son propriétaire pour trouver une solution, négocier ou même saisir le juge pour obtenir effectivement la suspension d'une clause résolutoire du bail. Ok. Petite subtilité en France, il y a cette histoire de période de non-expulsion. Rappelez-nous tout ça. De période hivernale, effectivement. Pendant l'hiver. Tout à fait. Alors, c'est à partir... Les dates exactes? Oui, 31 octobre, 1er novembre jusqu'au 31 mars, où effectivement il est impossible de procéder à l'expulsion des locataires. En revanche, il est tout à fait possible pendant cette période-là de faire des procédures en expulsion. Cela ne suspend simplement que la phase d'exécution d'une mesure d'expulsion d'ores et déjà prononcée par le tribunal. Pour le bailleur, pour le propriétaire, c'est une anticipation évidemment dès la mise en place concrète de l'expulsion. Absolument. Quels sont les délais moyens d'une expulsion? Et je veux dire, c'est un petit peu le gros morceau de votre activité sur le secteur de l'immobilier. Quels sont surtout les écueils à éviter? Alors ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, à partir du moment où un propriétaire constate qu'il y a des vraies problématiques de règlement des loyers, il faut absolument prendre les mesures qui s'imposent assez rapidement. Le cas échéant, donc, comme je vous l'ai indiqué, faire signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et ensuite procéder, et engager la procédure en expulsion. Le délai de traitement? Alors c'est difficile de vous répondre parce que effectivement ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres, mais une procédure d'expulsion va prendre au minimum 6 mois. Voire peut-être un peu plus en fonction des juridictions auxquelles on a affaire, Épinal ou Saint-Dié. Donc voilà, il faut véritablement anticiper les choses pour éviter effectivement pour le propriétaire d'avoir effectivement un bien dont le loyer n'est plus payé, et même pour le locataire, éviter de se noyer en fait dans une dette locative qui sera difficilement remboursable in fine. On détaille un petit peu l'un et l'autre. Pour le bailleur, pour le propriétaire, Cyril Gauthier, le principal écueil à éviter ou la principale procédure à mettre en place tout de suite, action pour se protéger et éviter ces 6 mois de délai qui peuvent être longs, évidemment. Alors, si on se met à la place d'un propriétaire, d'un bailleur qui a des échéances bancaires, par exemple, sur un prêt à rembourser. Pour rebondir sur votre interrogation, on a aussi souvent des retraités qui sont propriétaires grâce à leurs économies d'appartements, puis qui comptent dessus pour leur retraite, leur vie de tous les jours. Malheureusement, on ne peut pas réduire
la procédure de manière significative parce que vous avez des obligations légales. Je le disais tout à l'heure, la loi de 1989 est d'application stricte, donc vous devez attendre un certain nombre de délais pour pouvoir permettre la mise en place avec la préfecture de solutions de relogement, par exemple. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut laisser le temps. Voilà. Et donc, vous avez effectivement un certain nombre d'obligations, de commandements qui doivent être suivis de 2 mois d'attente, notamment le commandement d'avoir à libérer les lieux. D'accord. Qui suppose encore que... 2 mois d'attente. 2 mois d'attente. Minimum. Alors, ça vaut pour le tout venant des gens qui ne payent pas leur loyer et qu'on expulse pour défaut de règlement des loyers, des charges. Voilà. Mais pour la question des squatteurs spécifiquement, vous avez une procédure un petit peu dérogatoire parce que déjà, premièrement, la trêve hivernale ne s'appliquera pas. Parce qu'il faut savoir quand même que entrer par voie de fait, manœuvre, menace ou contrainte dans un logement, c'est une infraction pénale. Donc ça va impliquer une réaction beaucoup plus vive de la justice par rapport à cette infraction. Donc on différencie bien le locataire qui a des problèmes de paiement ou qui est vraiment de très mauvaise volonté des squatteurs. Des squatteurs, tout à fait. Et donc vous avez une procédure qui est plus rapide et vous pouvez utiliser plus facilement la procédure de référé qui est le juge de l'urgence et de l'évidence. C'est évident, puisque c'est un squatteur, et c'est urgent parce que la personne doit récupérer son logement. Mais le problème, c'est une fois qu'on a cette décision d'expulsion, il faut on est soumis au bon vouloir de l'État qui prête ou ne prête pas le concours de la force publique. Alors justement, comment, entre guillemets, forcer un petit peu les choses par rapport à cette force publique qui peut être parfois attendue dans des cas... J'imagine grave, mais que vous devez rencontrer. Oui, alors, oui je peux. Ludovic Vial. Oui. Donc effectivement, une fois le commandement de quitter les lieux délivré, le huissier de justice peut faire une demande en fait à la préfecture de concours de la force publique. Dans les faits, elle peut être accordée ou pas. Il est difficile d'avoir des statistiques puisque pour nous, ce n'est pas notre activité, c'est celle des commissaires de justice. Au demeurant, si la préfecture ne répond pas à cette demande, dans un délai de 2 mois, il est possible de faire une procédure en indemnisation contre l'État qui refuse effectivement de participer à cette mesure d'expulsion valablement ou judiciairement constatée. Donc voilà, vous pouvez faire une demande auprès de la préfecture pour être indemnisé du préjudice, alors qui doit être déterminé, alors qui peut effectivement correspondre à des pertes de loyer, à ce genre de choses-là. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut quand même que si problème d'occupation illégale ou non payée, il faut que ça s'arrête à un moment ou à un autre. Il faut que ça s'arrête. Alors généralement, de toute façon, la préfecture, face à ce genre de procédure d'indemnisation, globalement est au rendez-vous. Oui. Ouais. Ok. Chez nous. Peut-être pas dans d'autres départements. Allez. Question de Michel de Vittel, Cyril Gauthier. On parle de nouveau d'expulsion, mais je vais dire motivé peut-être par un voisin. Michel de Vittel, les voisins de mes locataires me demandent de les expulser pour troubles de voisinage. Y suis-je obligé? Donc là, on parle de quoi? Des troubles de voisinage ou de l'expulsion qui est possible par rapport à ça? Alors, d'un point de vue général, le locataire est tenu d'utiliser la chose conformément à son usage, et donc c'est pour y vivre, c'est pour y dormir, c'est pas pour y faire la fête ou commettre des désordres dans l'immeuble. Ou avoir une activité commerciale, ou avoir par une exemple. activité commerciale s'il y a une clause d'habitation bourgeoise. Par conséquent, on peut toujours expulser quelqu'un qui rend la vie infernale à ses voisins. Ouais. Voilà. On peut, mais quand on est propriétaire, on a l'obligation de le faire, sinon on est responsable. Et l'obligation de le faire, c'est presque une obligation de résultat, parce que la jurisprudence va exiger qu'on aille jusqu'à la procédure. Évidemment, si la procédure est engagée, ça ne fonctionne pas parce que le juge estime qu'il n'y a pas de trouble de voisinage, le propriétaire ne sera pas responsable. Mais la jurisprudence va allouer des dommages et intérêts à un locataire qui n'a pas, qui est toujours son voisin qui le subit perturbe, les troubles de voisinage parce que son propriétaire n'a rien fait. Le propriétaire, il doit faire la procédure et pas simplement se contenter de simples lettres de mise en demeure. D'accord.
Bon, Voilà. Et on a même, dans le cadre de la loi de 65 sur la copropriété, la possibilité d'exercer ce qu'on appelle une action oblique. C'est-à-dire que le syndic de copropriété va pouvoir agir à la place du propriétaire pour expulser le locataire qui est indélicat avec ses voisins. c'est des choses que vous rencontrez régulièrement? Oui, occasionnellement? pas forcément l'action oblique du syndic de copropriété, mais oui, c'est fréquent qu'un propriétaire vienne nous dire qu'on lui demande d'expulser. Oui. Ce qui est intéressant, Ouais. pour ce qui est des copropriétés, effectivement, un regard intéressant sur le rôle des syndics de Oui. copropriétaires. Tout à fait. Le syndic immobilier, quoi. Mm. Ok, voilà, ça c'est effectivement petite subtilité qui était peut-être méconnue. Merci beaucoup Cyril Gauthier. Deux mots sur les baux ruraux et sur les baux commerciaux. On a Pascal par rapport aux baux ruraux, Pascal de Dompère. Mon propriétaire, c'est Ludovic Vial peut-être, mon propriétaire veut vendre les biens que je loue à un autre agriculteur, puis-je m'y opposer? Donc là, on est sur de l'occupation d'un terrain agricole. Alors effectivement, l'intérêt de cette question, c'est de savoir si l'agriculteur peut donc reprendre le bien. Tel est le cas dans la mesure où il va effectivement l'exploiter lui-même. Voilà, c'est la condition nécessaire. Il existe également un droit de préemption si le locataire a les moyens d'acheter, bien évidemment. Ouais. Dans ces cas-là, il y a un prix qui est déterminé. Il y a une possibilité, enfin en tout cas il y a une disposition légale qui permet de protéger également le locataire si le propriétaire tente de contourner ces dispositifs, quoi. Ok. Cyril Gauthier, les baux ruraux, l'activité agricole évidemment, les parcelles cultivées, les parcelles en jachère sur notre département, c'est des dossiers récurrents dans votre activité? Tout à fait. Et quel type de dossier principalement? Oui, c'est des Quel dossiers, type de problématique? des dossiers récurrents qui sont jugés par le tribunal paritaire des baux ruraux. Ouais. Paritaire avec qui et qui alors? Alors, vous avez un juge judiciaire, hein, c'est généralement le président du tribunal judiciaire, enfin de l'ancien juge d'instance, hein, et c'est paritaire entre deux propriétaires et deux locataires. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, les problématiques les les plus récurrentes? problématiques, ce sont les impayés, pas tellement, parce que ce n'est pas non plus une fortune, hein, les fermages. C'est souvent par rapport aux congés. C'est-à-dire que les propriétaires délivrent des congés aux agriculteurs pour récupérer le terrain. Et Des congés de terrain. Voilà, Ah, d'accord, des congés de terrain. Et donc le propriétaire veut récupérer le terrain. Et quand on retire des terrains à un agriculteur, c'est son gagne-pain. Certes. Et donc, c'est un contentieux très vif parce que le locataire va tout faire pour conserver la jouissance de ses biens. Par conséquent, c'est vraiment un contentieux qui est important en nombre, parce qu'il y en a quand même. Hein, et puis, il est important parce que ça peut être vital pour l'agriculteur. Ok. Donc là, par rapport à ça, c'est la problématique la plus prégnante dans votre activité. Oui, c'est le congé. Oui. Ok. Congé pour terrain. Affaire à suivre. Ça mériterait presque une émission à part entière. Les baux ruraux et l'activité des terres, évidemment, et des zones parcellaires en zone rurale. On avait parlé de bail commercial, de baux commerciaux en introduction de cette émission. Juste une dernière question que je vous soumets, moi, si vous voulez bien, par rapport au fait de vendre un fonds de commerce. Un propriétaire peut-il s'opposer à la cession d'un bail dans le cadre d'un fonds de commerce? Alors, c'est vrai que le droit au bail, c'est un élément fondamental du fonds de commerce, et notamment vis-à-vis du prix du fonds de commerce. Si vous n'avez plus le droit d'exploiter dans les locaux du magasin ou du bar que vous rachetez, ça vaut peu grand-chose. Certes. Et donc, normalement, en théorie, le propriétaire ne peut pas s'opposer à la cession du droit au bail à l'occasion de la cession du fonds de commerce. D'une activité d'un gérant de magasin lambda à un autre gérant de magasin lambda. Alors, il y a des petites astuces pour contrôler un petit peu, c'est-à-dire que dans le bail, vous pouvez mettre des clauses d'agrément du propriétaire. Il faut qu'il y ait un intérêt légitime. L'intérêt légitime d'obtenir l'accord du propriétaire, c'est la solvabilité du repreneur. Hein. Il faut des garanties, des cautions, des choses comme ça. Et puis vous avez une possibilité qui n'est pas forcément très utilisée, c'est de mettre un droit de préférence dans le bail, c'est-à-dire que lorsque le commerçant veut vendre son fonds de commerce, le propriétaire a un droit de préférence, l'équivalent d'un droit de préemption, et donc peut
se substituer à l'acquéreur initialement choisi. Alors, droit de préférence sur quoi? Sur l'activité? Sur le fonds de commerce. Sur le fonds Il rachète le fonds globalement, de commerce. ah oui, comme un droit de préemption pour les communes, quoi, grosso modo. Voilà, c'est la même chose, sauf que comme c'est contractuel, ça s'appelle un droit de préférence. Ok. Droit de préemption public, contractuel, droit de préférence. Eh ben, on a appris un terme, effectivement. L'autre problématique, quand on parle de baux de commerciaux, globalement, quelle est-elle? Qui revient la plus Les expulsions fréquemment pour défaut loyers, de paiement des loyers. Oui. de la part donc, de commerçants. Ludovic Vial, à Oui, ce sujet? effectivement, oui, c'est ce type de problématique que l'on rencontre régulièrement, quoi. Dans le cadre de la faillite d'une boutique. Alors, pas nécessairement, hein. Alors, généralement, effectivement, ça peut être les prémices, effectivement, d'une faillite à venir, hein. Mais parfois, ça peut être une mésentente entre le propriétaire et le locataire, voilà, sur différents points, et puis le locataire qui cesse de payer les loyers pour effectivement faire pression sur le propriétaire afin d'obtenir certaines choses, quoi. Voilà, Ok. avec cette particularité qu'en matière commerciale et de loyer, la compétence n'est pas celle du tribunal de commerce, mais celle effectivement du tribunal judiciaire d'Épinal. Du tribunal judiciaire, pardon. Merci d'avoir précisé cela. Les relations bailleurs-locataires, c'était le thème de cette émission. Merci Cyril Gauthier et Merci Ludovic à vous. Vial Merci à d'avoir vous. répondu à quelques-unes des questions de nos téléspectateurs et d'autres de moi-même et de vous-même que vous m'avez soumises. Je me permets de le préciser aussi. Allez, beaux d'habitation, beaux ruraux, beaux commerciaux, il y aura encore plein de choses à dire dans le détail. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Bonne continuation. Merci. Bon Merci. après-midi. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.